Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale dossier chaud dans le numérique. Et oui, entre la menace cyber, la déferlante de l'intelligence artificielle, mais aussi la fuite des talents de chez Google et Facebook, le tout dans un contexte de changement de responsable au niveau du gouvernement, nous tenterons d'y voir clair sur les enjeux et menaces qui nous concernent tous au quotidien. Le numérique pour tous spécial dossier chaud dans le numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, sur le plateau du numérique pour tous, nous avons le plaisir de recevoir Tariq Krim. Tariq, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un entrepreneur du web, ancien vice-président du Conseil national du numérique et vous venez de lancer un think tank qui s'appelle Cybernetica, qui est dédié au numérique et à la géopolitique. Et aujourd'hui, nous allons tenter d'y voir plus clair avec vous dans le pilotage des enjeux numériques qui nous concernent tous en général et qui vont de plus en plus nous concerner dans un proche avenir. Avant de commencer, Tariq, j'ai une question qui me taraude un peu parce qu'il y a un sujet qui vous a grandement interpellé récemment. En effet, il y a une petite semaine, Google a ouvert un centre de recherche qui est consacré à l'intelligence artificielle à Paris. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. C'est plutôt bien puisque Facebook avait fait la même chose il y a une dizaine d'années. Et donc ce centre va rassembler 300 chercheurs à peu près et des ingénieurs qui travaillent pour certains d'entre eux déjà en France et qui a pour vocation de favoriser des partenariats avec des organismes comme le CNRS ou l'Institut Curie. Alors l'idée est excellente, il n'y a pas de débat là-dessus, mais ça pose quand même une question et vous l'avez souligné sur les réseaux sociaux. Est-ce que la France est en train de financer la recherche américaine avec de l'argent public ? C'est une question qu'on pourrait se poser effectivement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on redécouvre régulièrement que la France est un des leaders dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'on a d'excellentes écoles, d'excellentes formations. Et pendant longtemps, j'allais dire finalement la voie royale pour ces chercheurs, c'était d'aller travailler chez Google, chez DeepMind, chez Facebook. Et depuis 1 an, 2 ans, depuis le lancement de ChatGPT et toutes ces startups, on découvre, on l'a vu avec Mistral, avec Qtile, avec des dizaines de startups, que finalement, il y a une fuite des talents. Les meilleurs ingénieurs français en recherche en IA partent de ces entreprises pour monter leur start-up, souvent en France. Donc on a finalement un sentiment on devrait avoir un sentiment de fierté, on devrait les soutenir, c'est ce qu'on fait. On a un seul problème sur l'IA en France, c'est le coût de l'électricité, on pourrait y revenir. On va y revenir. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard d'un coup. En fait, il y a quelques années, on pensait qu'effectivement, il fallait s'associer avec Google pour être des leaders. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ce sont plutôt les entreprises du monde entier qui devraient s'associer avec nos entreprises, nos startups dans l'IA pour être des leaders, parce que je crois vraiment on tient quelque chose de très important. Mais le sujet qui semble vous gêner, c'est quelque part ce financement avec de l'argent public de la recherche américaine, où on peut se demander à terme où vont aller nos données. Est-ce qu'il y a un partage de connaissances qui fait que la compétitivité va être érodée ? C'est ça qui vous dérange ? Alors, c'est la même question qui se pose en ce moment avec la Chine et les États-Unis, c'est qu'à la fin, l'IA est une technologie essentiellement militaire, elle va servir à l'apprentissage dans les drones. On le voit en Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre entièrement gérée où l'intelligence artificielle, disons, a un rôle important. Et c'est vrai qu'on peut se demander si aujourd'hui, quand on utilise de l'argent public pour ces recherches, dont les résultats seront peut-être un jour utilisés aux États-Unis par l'armée américaine, si d'une certaine manière on ne finance pas indirectement, sans s'en rendre compte, le programme militaire AI des États-Unis. La question reste ouverte. Donc absolument. Pour vous. Bon, on va enchaîner avec notre premier gros dossier chaud, on va dire, qui est la menace cyber. Donc, de votre point de vue, en plus votre think tank s'appelle Cybernetica. De votre point de vue, quel est l'état de la menace cyber ? Même si on la connaît tous, on en entend parler tous les jours dans les médias, mais à l'approche des Jeux Olympiques, quel est le niveau d'inquiétude ou alors d'assurance que l'on peut avoir ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs batailles qui se déroulent en même temps. La première, on le voit maintenant avec les suites de la guerre en Ukraine, c'est ce qu'on appelle parfois le splinternet, c'est-à-dire cette idée que l'Internet est en train de se fragmenter en plusieurs blocs. D'un côté, un bloc où on aurait la Chine et la Russie. On a vu qu'au moment où on enlevait les plateformes, les GAFAM, de Moscou, les acteurs chinois venaient à la rescousse pour remplacer Google Pay, Apple Pay. Donc c'est très intéressant de voir que cette connexion qui s'est construite est en train de se
formalisé dans le temps, et de l'autre côté un bloc, on va dire, des démocraties libérales avec les États-Unis et l'Europe. Et possiblement un groupe dont je pense qu'il va émerger, notamment avec l'Inde, de non-alignés, de gens qui n'ont pas envie d'être forcément dans le bloc occidental ou dans le bloc des dictatures, et qui joueront des alliances. Donc on a ça, et donc une première chose qui est ça. La deuxième chose, c'est évidemment les attaques cyber, la guerre cybernétique. Là, on l'a vu également encore en Ukraine, mais dans le reste du monde. Aujourd'hui, de nombreux États ont les capacités de faire des cyberattaques, donc de faire tomber des hôpitaux, de modifier des infrastructures essentielles. Et la troisième chose qu'on oublie, qui est la partie cognitive, c'est tout ce qui est opération de désinformation. Et en général, tout ça va de pair. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent compliqué, parce qu'on attaque à la fois les choses physiques, mais on attaque aussi les cerveaux. Avec la guerre cognitive, et c'est vrai qu'on a un mélange de tout ça. Ça, c'est un peu les trois menaces essentielles. C'est les trois menaces que vous voyez aussi poindre dans le cadre des Jeux Olympiques, ou quels seraient les scénarios pour vous dans le cadre de ce contexte chaud qui s'annonce? Typiquement, dans les opérations de désinformation, il semblerait désormais que, vous vous rappelez l'affaire des punaises de lit, qui aurait pu être une opération montée par des puissances étrangères. Il y a aussi le risque d'attaques d'hôpitaux. Ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble des services en France, que ce soit l'ANSSI, les commandements cyber de gendarmerie, de police, ministère de l'Intérieur, le commandement cyber d'ailleurs de l'armée, je crois que tout le monde est vraiment au top là en ce moment, à cran, pour essayer de contenir les menaces. Et c'est vrai qu'il y a je crois que personne n'est dupe et sait que, en général, les Jeux Olympiques sont des moments où on a des milliards d'attaques potentiel, et c'est le moment où tous les hackers du monde entier viennent montrer et démontrer leur savoir-faire. Donc c'est vrai que ça va être un moment assez chaud. Je rebondis juste, vous avez évoqué les punaises de lit, donc pour vous c'était de la désinformation, ça n'était pas une réalité, c'était une rumeur plutôt qu'une information? C'est un exemple, il y a énormément de choses aujourd'hui. On m'a expliqué d'ailleurs que ça a eu des impacts sur le enfin, c'est pas vraiment expliqué. J'ai plein d'amis qui devaient venir à Paris, qui sont pas venus parce qu'ils avaient peur de tout ça. C'est typiquement les choses qui peuvent naître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a souvent été utilisé. Pour éviter de faire la guerre, en fait, utiliser la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est une façon assez simple d'obtenir un résultat qui parfois est meilleur que si on attaquait directement un pays. On va croiser deux problématiques, que sont les Jeux Olympiques et la menace cyber. On est dans un contexte de changement de secrétaire chargé du numérique avec Caroline Ferrari. Pour vous, cette responsabilité, elle incombe davantage à Amélie Oudéa-Castéra en tant que ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ou elle incombe maintenant au ministre du numérique? J'imagine qu'il doit y avoir une task force qui a dû être mise en place, mais je pense que la nouvelle ministre vient juste de s'installer, donc je trouve que ça c'est un peu, je n'ai pas de choses en particulier à lui dire, de conseils particuliers, mais je pense qu'avoir un spécialiste cyber à disposition et rencontrer l'ensemble des acteurs, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être important, parce que désormais la question de la protection des infrastructures est, à mon avis, plus importante que le financement des startups et même les autres sujets. C'est vraiment un sujet central. Pour vous, l'organisation d'une protection cyber au niveau du gouvernement, elle devrait se faire dans chacun des ministères? Comment elle est adressée? Elle doit être transversale, elle doit être centralisée? Est-ce qu'on devrait avoir un ministre du cyber? Comment? C'est très compliqué, parce que, en fait, à la différence des guerres classiques, où en général, on est face à l'armée, c'est l'armée qui s'occupe de tout. Ici, une grande partie des choses qui peuvent être attaquées sont soit dans le privé, donc ça veut dire qu'il faut faire énormément d'éducation, apprendre aux gens à ne pas cliquer sur certains emails qui corrompent un réseau d'entreprises, mais également le public, les hôpitaux, la santé, et donc en fait le véritable mot-clé, je crois que c'est la collaboration. De toute façon, il y a déjà plein de scénarios qui sont mis en place, les gens collaborent. C'est vrai que moi, j'aurais aimé qu'il y ait une personne désignée, que l'on sache, le monsieur cyber, la personne qui, à défaut de dire ce qu'il faut faire, coordonne et soit un peu le point d'entrée pour ce sujet. Il y a ça aux États-Unis, il y a ça dans de nombreux pays, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'état de la menace, ça serait peut-être une bonne idée. Tariq Krim, on en vient à notre deuxième dossier chaud, qui est celui de l'intelligence artificielle. Donc on le sait tous, on assiste à l'explosion de cette technologie. On dit que d'ici 1 an, tous nos métiers seront impactés à hauteur de 10%. Pour vous, est-ce que il y a un danger qu'on ne voit pas venir, qui est celui de la consommation de data et le corollaire, la consommation d'électricité, qui fait qu'un jour ou l'autre, il va falloir payer une facture? Alors, aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est, il y a un vrai gagnant de l'intelligence artificielle, c'est la société Nvidia, puisqu'on a besoin de leurs puces.
puisqu'ils sont extrêmement gourmands en énergie. Et on est dans un paradoxe, puisqu'aujourd'hui, le prix de l'énergie est plus faible aux États-Unis qu'en France, où il y a le problème évidemment des taxes et le fait que la guerre en Ukraine impacte directement le prix. Et donc, on a beaucoup de start-up françaises qui utilisent des ressources aux États-Unis plutôt qu'en France. Et c'est vrai que le premier sujet de l'IA, ça va être la consommation énergétique. On parle, les besoins sont énormes. Je crois que Bruno Le Maire a parlé de la moitié, voire 3/4 d'un EPR, donc une surface en énergie nucléaire, ouais, très très importante. L'autre question, évidemment, c'est la question des talents. Et puis ensuite, la question de savoir comment les données vont être utilisées. Et là, curieusement, il y a 2 ans, tout était accessible, tout était ouvert. Et depuis 2 ans, tout le monde aujourd'hui ferme ses données. Les sites de presse sont en train de négocier avec les grandes plateformes. Donc, on sent que le marché est en train de se réorganiser. Il y aura probablement un marché de la donnée. Je crois que aussi Bruno Le Maire a parlé d'un marché de la donnée européenne. Donc, on sent que les choses sont en train de se réorganiser. En parallèle, Tariq, on voit que cette intelligence artificielle, elle permet aussi de générer de la désinformation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui fleurissent sur Internet, où vous pouvez vous créer un avatar qui ressemble à un être humain, mais qui n'est pas vous-même, en lui faisant dire des propos qui sont des propos de propagande. On est en train de créer des labels pour certifier certaines informations. La Chine recrée des labels pour les décertifier. Est-ce que là, la régulation est à mille années-lumière de l'innovation, on va dire, qui se passe dans ce domaine-là? Alors, je crois qu'il y a eu, il y a quelques jours, à la conférence de Munich, je crois que l'ensemble des acteurs de l'IA se sont réunis pour lutter contre la désinformation. Alors, quand on parle de désinformation, ce qui est très intéressant, c'est que on pense essentiellement à 2 élections, les élections américaines, les élections européennes, les ingérences. Et ce qui est fascinant, c'est que quand vous parlez de ces outils, on appelle ça les deepfakes, donc la possibilité de recréer une personne virtuellement avec sa voix, son visage, ses expressions. On a 2 cas intéressants. Le premier, c'est au Pakistan, où une personne qui est emprisonnée a utilisé les deepfakes pour pouvoir s'exprimer alors qu'il est en prison, un candidat. Et de l'autre côté, aux États-Unis, des gens qui ont utilisé la voix de Joe Biden pour empêcher des électeurs d'aller se présenter à des primaires. Et je pense que c'était le patron de Microsoft qui disait ça, et je trouve que c'est très intéressant, c'est que notre personne, notre image, notre voix nous appartient. Et quand on utilise notre voix pour faire quelque chose d'illégal, par exemple utiliser notre voix pour accéder à un service bancaire, c'est de la fraude. Donc c'est évidemment puni par la loi, et qu'on va se retrouver dans 2 cas. Les cas où vous avez accepté que votre image est utilisée, et les cas où votre image est utilisée malgré vous. Et là, effectivement, la régulation est importante. Et les sanctions devraient être assez lourdes. Tariq, je vous propose de marquer une courte pause pour continuer à parler des dossiers chauds dans le domaine du numérique. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et dans ce numérique pour tous spécial dossier chaud dans le domaine du numérique, Tariq Krim avec nous, penseur du web et créateur du think tank Cybernetica. Tariq, on parlait de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça défraie la chronique avec les mythes et réalités. On va perdre son emploi ou on va en créer des nouveaux. Quelle est votre vision là-dessus pour apaiser un petit peu ce débat? En fait, j'ai une vision un peu différente. C'est que je pense qu'on oublie à quel point on est face à un effondrement démographique. On le voit en Chine, on le voit en Allemagne. C'est une des raisons pour laquelle ils ont fait venir autant de migrants. C'est parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus personne pour faire tourner les usines. Et que la question qu'on doit se poser, c'est que la génération qui va arriver sur le marché de l'emploi, qui est probablement la plus petite en termes de taille par rapport aux baby-boomers et par rapport à la génération X dont je fais partie, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'ils vont être capables, avec moins de gens, d'opérer le pays tel qu'il existe aujourd'hui. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va être obligé de supprimer des services ou des services publics, ou est-ce qu'on aura des outils d'IA qui leur permettront de faire à taille plus réduite le même niveau de travail. Et là se pose la question de l'automatisation des trains, des métros. Je pense que la réflexion qu'on a aujourd'hui sur l'IA, qui est vraiment, on est au tout début, va se transformer en savoir comment on automatise un pays pour que moins de gens puissent le faire tourner, et surtout comment on le fait pour que les utilisateurs soient évidemment protégés et que la qualité de service qu'on attend d'un pays, mais aussi d'entreprises qui vont avoir moins d'employés, s'assurer qu'évidemment on n'est pas dans un système où plus rien n'est accessible parce qu'on est perdu face à des chatbots qui
qui se parlent dans le vide. Donc il y a une vraie réflexion et on est vraiment au tout début. Très sage réflexion que l'on va suivre. Tariq, dernier gros dossier chaud, la transformation numérique de l'État, et vous venez de parler des services publics. Et là, j'ai envie de vous demander, finalement, est-ce que le numérique facilite véritablement la vie de tous les citoyens que nous sommes ici dans le numérique pour tous? On veut être inclusif. Est-ce que tout le monde est concerné, ou alors il y a encore des petites choses qui restent à faire pour que tout le monde soit concerné? Je pense qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. La réponse est évidemment oui. La question, c'est que tout le monde n'a pas accès au numérique de la même manière. Et puis, il faut le dire, il y a en France des gens d'une ancienne génération qui pensent que aller voir quelqu'un physiquement, avoir un tampon, parler avec quelqu'un, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas parler par email. Alors, on est face en fait à deux populations. Une population qui fait tout avec son téléphone. Mais là, j'ai découvert qu'on va pouvoir digitaliser sa carte d'identité sur son téléphone en quelques clics, et une génération qui a envie d'attendre, de parler à quelqu'un. Et donc, pendant cette période de transition, évidemment, c'est compliqué. Mais c'est vrai que si on fait les choses bien, à terme, ça pourrait devenir quelque chose de simple. Je voudrais juste faire une remarque, c'est que le numérique facilite, mais n'élimine pas la bureaucratie. Souvent, c'est juste un peu de maquillage. Et le vrai sujet, c'est comment éliminer la bureaucratie. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple qu'il y a quelques années de remplir sa déclaration d'impôt ou d'ouvrir un compte d'auto-entrepreneur? On en parlait en préparant cette émission. Je pense qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Je crois que le système des impôts a été quand même bien fait, mais ça, c'est depuis, on peut aller même jusqu'à Dominique Strauss-Kahn et Fabius, donc c'est les années 90, ce qui nous a toujours mis d'ailleurs dans les niveaux assez élevés. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est comment simplifier, c'est-à-dire que finalement, on s'adresse à une nouvelle génération de citoyens qui ont un téléphone mobile, qui ont, a priori, on devrait avoir la possibilité de créer ses contrats, tout ça avec son téléphone, que tout soit géré. On a vraiment une possibilité, si on le fait bien, de rendre la vie facile pour la nouvelle génération. Et on a 1 ou 2 décennies dans laquelle il faudra gérer cette transition avec des gens qui sont pas forcément très Internet et qui préféreront avoir une relation, on va dire, plus classique. Et la transition entre les deux, c'est un peu la feuille de route des prochaines années. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a un paradoxe quand on prend ces grandes plateformes, les GAFA et même Twitter, on a l'impression que tous ces outils ont pour objectif de créer l'unité en mettant tout le monde sur une même plateforme, et paradoxalement on crée une culture du clash, de l'individualisme et du non-vivre ensemble quelque part. Donc il y a un peu un paradoxe antidémocratique en fait avec ces plateformes. Ce qui est intéressant, alors il y a eu beaucoup d'études et il y en a une, Jonathan Haidt, qui explique très bien que les réseaux sociaux avant le mobile sont des outils fédérateurs. Et le jour où on a un mobile, d'ailleurs on le voit avec l'élection de Donald Trump, c'était la première élection où le mobile était vraiment présent. Chaque personne vit dans sa bulle, sa fameuse bulle de filtre. Et on a aussi l'autre chose qui est la chambre d'écho. On ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous. Et on a oublié que le vivre ensemble, c'est accepter que les gens ne pensent pas comme nous, accepter que parfois on se trompe, parfois changer d'avis. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec les grands sujets des dernières années, et puis avec la pandémie, comment finalement on a construit un monde assez tribal où quand je ne pense pas comme vous, je ne vous parle plus, je ne vous écoute plus. C'est ce qui a amené au Brexit, c'est ce qui a aussi pollué aujourd'hui les États-Unis, c'est que les gens ne se parlent plus, n'arrivent plus à parler ensemble. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet. Il va falloir apprendre à vivre ensemble, et je pense qu'une des manières de le faire, c'est parfois de déconnecter de son téléphone et d'aller dans les cafés et parler avec des gens et accepter de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Mais justement, dans ce contexte, vous dénoncez un peu l'algorithme de Facebook en disant que c'est irréversible et que quand bien même on voudrait revenir en arrière en ayant une approche inclusive, il est trop tard. Moi, je pense que les réseaux sociaux ont perdu le contrôle de leur plateforme. Le problème de Facebook, le problème de TikTok, le problème de toutes ces grandes plateformes, c'est qu'elles gèrent des milliards d'utilisateurs. Et on a des algorithmes qui sont quasiment des monstres cybernétiques dont on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement intime, dont on n'a plus accès véritablement aux données. C'est un peu comme la finance internationale, quand on a tous ces algorithmes de prédiction où seuls une 50aine de polytechniciens dans une salle de marché peuvent comprendre. Et on a effectivement ce problème, c'est qu'on a connecté le monde entier trop vite et on n'a plus vraiment le contrôle. Et je pense que moi je pousse depuis des années pour le slow web, c'est-à-dire pas arrêter le web lent. Le web lent, c'est pas arrêter les réseaux sociaux, mais construire des relations plus simples, plus saines, une forme de relationnel comme à la fois hybride, où on a des amis en physique et des amis en virtuel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va trop vite.
Et même nous qui sommes des experts du numérique, on se dit des fois c'est trop d'informations. C'est très rapide de gérer l'information toutes les semaines, effectivement. L'Europe, dans tout ça, vous avez l'impression que son approche va au bon rythme? Est-ce qu'elle défend une vision humaniste par rapport à ces plateformes, ou une fois de plus elle régule de manière un peu arbitraire et elle rentre pas dans cette intimité dont vous parlez? L'Europe est dans une sorte, et la France notamment, est dans une sorte de, je dirais, de vision où elle oublie qu'elle a été à la base de l'Internet. Le web a été inventé en Europe. Linux, qui est donc le logiciel qui est utilisé par Google, TikTok et toutes les grandes plateformes, Facebook, a été inventé en Europe. On a inventé les médias numériques, on a inventé toutes ces technologies. Et on a toujours fait ça dans une logique où on les a donnés au reste du monde. Là où les États-Unis et la Chine les ont commercialisés ou les ont utilisés dans des buts très spécifiques. Et on l'a vu dans le domaine de l'intelligence artificielle, on continue d'avoir cette vision, parce que l'Europe et la culture est très importante. Le savoir-vivre, le savoir-être, c'est quelque chose de très important. Et la technologie, en fait, devrait refléter un peu plus ça. Je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est pas le fait c'est pas une question d'argent, d'investissement, on a l'investissement, c'est de s'assurer que cette vision de l'Europe qui fait que dans le monde réel, on est très heureux, on sait que quand on achète un poulet, il n'y a pas des produits trafiqués, enfin tout ce qui fait qu'on a envie de vivre en Europe, que ces valeurs se transmettent sur le web, et je trouve que la régulation est une bonne chose, mais la création de services alternatifs à Twitter, à Facebook serait une chose encore plus importante pour le reste du monde. Tariq, pour conclure, en une poignée de secondes, vous qui êtes un penseur et qui êtes dans une approche prospective en fait de ce que nous vivons aujourd'hui, comment l'IA va changer notre culture? Comment vous nous voyez d'ici 5 ans? C'est une question moi qui me fascine, j'y pense quasiment tout le temps. On est entré dans une ère où la plupart des contenus que l'on va produire sont des contenus synthétiques. Ils n'ont plus aucune relation à la réalité. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Moi, je vois des films aujourd'hui où maintenant on fait réapparaître des anciens acteurs, on les transforme numériquement. Est-ce que le cinéma va être transformé par l'IA? Probablement. Est-ce que ça veut dire pour autant que les films sont mieux que les films qu'on faisait avant? Je ne suis pas sûr. Quand on voit les derniers fours que se sont pris Disney avec des films exclusivement faits par la technologie, on oublie parfois que les bonnes histoires, les scénarios, le fait que un poème a une valeur parce qu'il a été écrit par un humain qui a vraiment souffert, qu'un livre plaît parce qu'il est basé sur l'histoire de quelqu'un, c'est vrai que dans ce monde un peu synthétique, on est un peu perdu, et je pense qu'on va se recentrer, et l'IA ne sera pas un outil purement de création, mais un outil d'aide à la création. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup, Tariq Rim. Je rappelle que si on veut vous suivre, on peut aller sur cybernetica.fr et on pourra voir toutes ces pensées, être dans cette prospective pour prendre un peu de hauteur par rapport au numérique. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et en podcast. Merci à tous d'être chaque semaine plus nombreux à nous écouter. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.